sont nos fronts, longtemps courbés. Et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, autre soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Un séminaire de réflexion destiné au cadre du parti à l'extérieur. Et pour mettre en chantier ce séminaire, il était question que le responsable numéro 1 du parti à l'extérieur en parle à la presse. C'est la raison pour laquelle nous avons cet internet aujourd'hui. Ici sont réunis les représentants de l'UDPS à l'extérieur, disons, des pays occidentaux. Vous êtes les bienvenus sur nos terres. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole au coordonnateur de cette activité pour vous présenter nos élus sous-invités et ensuite on donnera la parole au secrétaire national du parti. UDPS, Union, démocratie, progrès social. UDPS, parti du peuple. Tenons bon. Il a vécu en droit, il doit être en fait. Monsieur le représentant Pierre Mouy de la Belgique, au nom de toute l'équipe des représentants de l'UDPS à l'extérieur, nous tenons à remercier les Congolais qui sont venus ce soir pour répondre à l'appel. C'était une journée, comme on l'a présenté là, une journée de réflexion des membres de l'UDPS. Nous sommes sans oublier que l'UDPS fête ses 32 ans d'anniversaire. Durant le parcours, il y a les combattants, les chers combattants qui nous ont quittés. Pour cela, et nous demandons à l'Assemblée de nous mettre debout et puis observer une minute de silence en mémoire de tous nos frères qui nous ont quittés. Il y a notre ami représentant adjoint de l'UDPS Grande-Bretagne qui nous a quittés récemment. Et il y a le président du bureau provisoire du premier congrès, le vieux Louis XIV, qui nous a aussi quittés. Donc nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout et observer une minute de silence. Merci. Merci, nous pouvons nous mettre. Par là, nous vous remercions tous et nous passons la parole au secrétariat national. À vous. Je voudrais quand même, avant de commencer, saluer la présence d'un ami du parti, M. Rigobert Kouta, que j'ai invité personnellement. M. Rigobert Kouta représente la MPP. Vous savez, la MPP, c'est M. Eugène Diomi. C'est à son initiative, en tout cas, que la MPP est née. La MPP, c'est la majorité présidentielle populaire. Et pour cette cause-là, c'est la cause qui consistait à se battre pour l'impérium aussi, à contribuer à sa manière à l'impérium. M. Diomi croupit jusqu'à ce jour dans les geôles
du dictateur Kabila. Donc, comme on a un de ses représentants ici, il fallait, je pense bien, avoir une pensée pour lui et donc le saluer. Voilà, encore une fois, je souhaite la bienvenue à nos représentants. Je les félicite en tout cas d'avoir été si promptes à réagir, parce que nous avons eu la réunion qui fixait la rencontre de ce jour au mois de janvier, je pense. C'est là qu'on a arrêté. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'était le 4 janvier où nous avons tous appelé le président pour lui présenter nos vœux. Ce n'est pas ce jour-là qu'on a décidé, mais quelques jours plus tard, vous avez donné votre accord pour tous venir ici à Bruxelles. Nous savons combien vous avez dû bousculer vos agendas et même faire des sacrifices au niveau financier pour s'acheter des billets pour arriver jusqu'ici. C'est la preuve en tout cas que vous aimez votre parti et nous tenons à vous en féliciter. Et nous savons que le déplacement que vous faites n'est pas vain. Vous êtes venu pour que nous réfléchissions en tout cas aux enjeux immédiats à venir, immédiatement à venir en tout cas pour notre parti déjà, mais aussi pour notre pays. Donc nous avons confiance en vous, nous avons confiance en votre sagesse, votre intelligence quant à trouver des solutions pour les problèmes du pays et du parti. En tout cas, vous êtes les bienvenus et nous allons nous couper en 1000 morceaux pour vous rendre ce séjour très agréable et peut-être même inoubliable, nous l'espérons. Voilà. Mesdames, Messieurs, il y a 2 semaines, l'Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti, célébrait le 32e anniversaire de son existence. Quoi de plus normal dès lors que de nous arrêter un instant pour mesurer le chemin parcouru, redonner du tonus à la lutte et préparer les esprits à faire face aux nombreux défis qui nous attendent sur la voie qui mène vers l'état de droit et de démocratie, cet objectif pour lequel tant de sang et d'encre ont coulé. C'est dans cette optique que s'ouvre ce jour un séminaire de réflexion qui rassemblera tous nos représentants en poste à l'extérieur du pays. Ce séminaire sera une introspection sans complaisance, qui a pour ambition de dégager des résolutions que nous communiquerons le moment venu à la direction politique afin d'apporter aussi, nous, de l'UDPS à l'extérieur, notre quote-part dans cette dynamique pour la conquête du pouvoir. Nul n'ignore que la situation de la RD Congo est alarmante. Conséquence du processus électoral biaisé de 2011, qui fut caractérisé par une fraude massive et scandaleuse ayant permis de remettre en selle un pouvoir pourtant sanctionné par les urnes. Sur le plan sécuritaire, les démons d'hier semblent avoir ressurgi. À l'Est, la guerre qui avait miraculeusement pris fin à la faveur des pressions internationales continue de déverser son lot de victimes. Sur l'ensemble du pays, malgré la hausse du taux de croissance qu'on nous chante à longueur d'articles, etc., l'économie du pays reste enclavée parce que tournée vers les besoins extérieurs. Le social dégringole chaque jour à vue d'œil, aggravé par un pouvoir d'achat qui s'amoindrit au quotidien et au grand désarroi des Congolais qui assistent impuissants à leur mise à mort programmée. D'autant plus que politiquement, un gouvernement de cohésion nationale, mais en réalité de confusion générale, est en gestation pour dilapider ce qui reste du trésor public. Ce sombre tableau dépeint de manière succincte et la triste réalité que vit le Congo
aujourd'hui, plus de 10 ans après la signature de l'accord global et inclusif, conclu à Pretoria en décembre 2002, et avec l'implication notable de la communauté internationale qui s'était engagée à nos côtés et avec la ferme intention de nous accompagner dans un processus politique post-conflit dont l'objectif était d'ancrer le pays sur la voie de la démocratie. À ce propos, l'UDPS a toujours déploré le laxisme observé face aux nombreuses entorses portées aux prescrits de ce protocole de Pretoria par Joseph Kabila. Pour rappel, ceux-ci, donc les prescrits de ce protocole, exigeaient entre autres comme préalable à l'organisation de tout scrutin, le recensement et l'identification de la population. Au lieu de cela, l'enrôlement nous a été brandi comme une solution pour sauver la transition chaotique du 1+4 sous le fallacieux prétexte du manque de moyens. Cela a eu pour conséquence l'éclatement de 2 véritables batailles rangées opposant les milices de Bemba et Kabila dans les rues de Kinshasa en août 2006 et en mars 2007, qui ont causé des centaines de victimes innocentes. Des morts pour lesquels, rappelons-le, aucune enquête n'a été diligentée ni responsabilité établie jusqu'à ce jour. À partir de ce moment-là, le régime Kabila s'est cru protégé et permis de tuer à sa guise. En effet, depuis lors, il s'est livré à de pires exactions, dont nous épinglons quelques-unes, comme le massacre des adeptes de Bundu Dia Congo, dans le Bas-Congo, des pêcheurs Enyélé à l'Équateur, et les assassinats regrettables de Floribert Chebeya, de son chauffeur Fidel Bazana, ou encore de notre compatriote Armand Tungulu, qui séjournait à Kinshasa venant de Bruxelles. Profitant de ce silence incompréhensible de la communauté internationale, Joseph Kabila ira jusqu'à mettre en scène sa réélection par la modification de la Constitution en ramenant le scrutin présidentiel de 2 à 1 tour et en renforçant ses pouvoirs à la tête de l'État. Face à la détresse qui s'était emparée de nos concitoyens, l'UDPS, à qui l'on avait pourtant fait l'injuste procès d'avoir boycotté les élections de 2006, se décida de se jeter dans la bataille électorale de 2011 pour ne pas risquer d'être accusé un jour de non-assistance à personne en danger. Et là aussi, l'attitude de la communauté internationale fut déconcertante. Avant les élections, toutes nos manifestations pacifiques pour un toilettage du fichier électoral et pour la mise à notre disposition de la cartographie des bureaux de vote ont été réprimées dans le sang, mais aussi dans le silence total et apparemment réprobateur de la communauté internationale. Pendant le scrutin, les milices droguées de Joseph Kabila, en complicité avec certains éléments de la police nationale, s'en sont pris impunément et brutalement à tous les opposants et en toute impunité aux opposants et à leurs partisans. Et le paroxysme a été atteint lorsque notre candidat à la présidence a été retenu contre son gré à l'aéroport de Ndjili pour l'empêcher d'aller tenir en toute légalité pourtant un meeting marquant la fin de sa campagne. Au même moment, ses partisans venus nombreux l'accueillir ont été dispersés avec violence, certains ayant même été froidement abattus devant les caméras des télévisions du monde entier par la garde prétorienne de Kabila. Le silence assourdissant qui avait suivi cette boucherie a convaincu ce dernier de ce que la voie était toute tracée pour imposer un passage en force contraire à la volonté des électeurs congolais.
ce qu'il ne s'embarrassa d'ailleurs pas de faire, profitant de toute absence de réprobation suite à ses nombreuses provocations et violations des droits de l'homme. De ce fait, l'UDPS avait pris la décision de ne pas reconnaître le pouvoir de Kabila, qui n'est qu'une imposture et qui règne par défi au mépris total de notre peuple. Et depuis lors, le Congo est tombé bien bas. Le Congo va à volo, passant d'une guerre arrangée à un semblant de paix ou d'une amnistie imposée à des concertations obtenues grâce à l'attrait suscité par la promesse de per diem et de Marocains ministériels. Les institutions ne sont plus légitimes, car en plus de la présidence usurpée, le Sénat, les parlements provinciaux et les gouverneurs sont en fin de mandat depuis 2 ans. Quant à l'administration territoriale, elle n'a jamais été constitutionnellement établie, et je ne parle pas de l'Assemblée nationale, qui compte en son sein plus de députés nommés que de députés réellement élus. Devant ce constat déplorable, notre parti a décidé de taper du poing sur la table afin de mettre fin à ce cycle infernal et tragicomique. Nous appelons la communauté internationale à prendre ses responsabilités en respectant ses engagements à ramener notre pays sur de bons rails, car son attentisme a porté préjudice au processus démocratique qui suscitait tant d'espoir au lendemain de la signature de l'accord global et inclusif. Joseph Kabila, qui, sous la pression des événements, hésite à toucher de nouveau à la Constitution pour s'attribuer un autre mandat, va chercher une parade qui misera sur une prolongation illimitée de son règne à la tête du pays, prenant pour prétexte le manque de moyens et l'organisation préalable d'un recensement, sur recommandation expresse de sa messe noire, orchestrée par lui-même et appelée concertation. Et l'abbé Malou Malou, de triste mémoire, est chargé de la réalisation de cette basse besogne. Nous tenons à mettre en garde l'opinion tant nationale qu'internationale sur le danger qui se profile à l'horizon face à la programmation de ce scénario catastrophe, car tous les indicateurs au Congo sont au rouge. En effet, la tension est perceptible et les zones d'instabilité observées aujourd'hui ne se limitent plus qu'aux seules provinces du Nord et du Sud Kivu. Le mécontentement est généralisé et une énième provocation de M. Malou Malou ne ferait que mettre le feu aux poudres. L'accord cadre d'Addis Abeba qui semblait être un bon filon pour ramener tout le monde, en tout cas au bon sens, semble avoir pris du plomb dans l'aile. Dans les conditions énumérées ci haut, nous ne voyons pas comment le processus démocratique pourrait se dérouler de manière apaisée. La sonnette d'alarme ayant été tirée, l'UDPS prendra ses responsabilités en menant à travers le monde une campagne diplomatique d'explication et de sensibilisation pour éviter à notre peuple de vivre à nouveau les scènes d'horreur devenues coutumières, malheureusement, suite à la situation explosive qui menace la paix et la stabilité à la fois au Congo et dans la région. Sur le plan national, nous réarmerons le moral de nos troupes et nous les engagerons dans une lutte au finish contre ce pouvoir de l'imposture, car il en va de l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, mesdames et messieurs. Ici, je dirais messieurs, puisqu'il n'y a que des journalistes hommes ici. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez voulu nous accorder et nous nous mettons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Voilà, je vous remercie.
en République démocratique du Congo. Le président de la CENI, qui n'est autre, M. Malou Malou, a fait signer un code de bonne conduite. Vous ne l'avez pas signé. Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas partant dans ce processus, ou bien il sera encore, vous allez vous allez négocier avec pour une deuxième signature avec d'autres partis, dont l'UDPS? Vous savez, nous avons participé aux élections de 2011 sans signer cette mascarade de bonne conduite, parce que nous savons très bien que le premier à mal se conduire ou à se méconduire, c'est le pouvoir de l'imposture qui est là. Donc, et d'autant plus que M. Malou Malou n'est sûrement pas bien indiqué pour être la personne qui peut demander ou prôner la bonne conduite. Il devrait commencer par se conduire, bien se conduire lui-même d'abord. Mais il s'est fait que c'est lui qui organise des élections aussi. Il n'organise pas des élections. Justement, ça c'est une erreur, parce qu'il se prend justement pour le pouvoir organisateur des élections. Je crois que vous le savez, il a proposé même un mode de scrutin à sa manière qui est totalement anticonstitutionnel. Donc c'est vous dire le genre de personnes à qui nous avons affaire. Donc je le répète, nous n'avons pas à obéir aux injonctions de M. Malou Malou, parce qu'il est très très mal placé pour ça. Et je crois que l'UDPS n'est pas seul dans cette position. Vous savez aussi que M. Fayoulou a lancé une pétition qui lui a d'ailleurs valu une privation de liberté contre le même Malou Malou, parce que nous savons, tout le monde aujourd'hui le sait, ce n'est plus un secret, c'est un expert au cabinet de Joseph Kabila. Joseph Kabila a usurpé un mandat qu'il est en train d'exercer contre la volonté du peuple. Malgré cela, il devra s'arrêter en 2016, quoi qu'il arrive, et grâce à Malou Malou, il espère obtenir un prolongement de son bail. Voilà pourquoi ce monsieur est dangereux et que nous n'avons pas du tout à faire son jeu et en réalité faire le jeu de Joseph Kabila. Cheikh Fita du journal en ligne Info en ligne des Congolais de Belgique. Je vais enfoncer le clou toujours par rapport à M. Malou Malou. Il s'était exprimé au Parlement belge où il avait présenté ces deux scénarios, à savoir l'élection des élus provinciaux d'une façon indirecte. C'est ça. Et pas plus tard qu'avant-hier, je l'ai suivi devant des jeunes. Il continue à faire campagne pour ce scénario-là. Concrètement, l'IDPS, avec tous ces représentants qui sont ici, qu'est-ce que vous pouvez nous promettre pour pouvoir arrêter cette machine-là? Mais je crois que je l'ai dit ici, nous n'allons plus nous laisser faire comme ça. Nous invitons la communauté internationale qui semble de nouveau reprendre de la voie à s'impliquer afin que, que les élections à venir soient apaisées. Quoique, je dois préciser quand même une chose en ce qui nous concerne, nous de l'UDPS et tous ceux qui sympathisent à notre cause, que nous avons toujours pour nous un contentieux jamais réglé, celui que nous avons appelé affectueusement la conquête de l'impérium. Donc nous l'avons, je dois dire vraiment, nous avons bataillé ferme sur le front diplomatique pour essayer d'impliquer les pays amis à comprendre que c'est à partir de cette violation de la loi, violation du droit en 2011 que nous sommes en crise. Bon, ça ne semble pas être leur affaire, mais en tout cas c'est la nôtre, nous on va continuer. Mais nous sommes un parti politique, et un parti politique c'est appelé à avoir des stratégies. Nous n'excluons aucune stratégie, c'est pour ça que nous avons réuni nos têtes pensantes de l'extérieur pour qu'on réfléchisse ensemble sur comment, la façon dont nous allons apporter notre contribution, en tout cas à la réflexion qui se fait actuellement au sein du parti, pour trouver la voie à suivre. Donc c'est un peu tôt, votre question arrive un peu tôt. Je ne saurais pas dire ici ce que l'UDPS fera, mais ce que je peux promettre avec assurance, c'est que l'UDPS ne se laissera pas faire. Nous nous battrons
Nous nous battrons jusqu'au dernier de nos membres pour que la démocratie, la liberté et que la volonté du peuple soient respectées dans notre pays. Les invités, les Congolais et non-Congolais, ils sont libres de poser leurs questions. Ce n'est pas simplement limité aux journalistes. Merci. Peut-être aussi une position. On a vu M. Kamere faire une caravane de la paix. Avant ça, il y a eu beaucoup beaucoup d'autres situations qui ont eu trait à la personne. Est-ce que vous n'avez pas peur de lui, de prendre la place de l'opposition, enfin, disons, de M. Tshisekedi? Parce que c'est dans ce qu'on voit, c'est comme s'il se positionne en opposant farouche à M. Kabila, position qui, pour le commun des mortels, relève à l'UDPS et à M. Tshisekedi. Est-ce que vous n'avez pas peur de M. Kamere quelque part? Mais d'abord, nous ne sommes pas de l'opposition. Nous ne sommes pas de l'opposition à Kabila. Nous avons battu Kabila. Ah oui, nous avons battu Kabila. Et M. Kamere est d'ailleurs un des premiers à l'avoir reconnu. Souvenez-vous. Donc c'est pour ça que je vous parlais du contentieux. Donc nous faisons de la résistance. Parce que nous considérons que notre pays est pris en otage. Donc il faut dégager le ou les criminels qui ont pris notre pays en otage. Donc c'est pas la même chose, nous ne sommes pas dans la même logique que M. Kamere. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est que M. Kamere est un leader d'un parti politique, donc c'est tout à fait dans ses droits de faire ce qu'il fait. D'ailleurs la preuve c'est que ça gêne ce pouvoir d'imposture qui a tenté évidemment de le tracasser, de l'intimider. Mais bon, il est dans son droit de faire ce qu'il fait. L'UDPS aussi le fera, je vous l'annonce. Nous sommes dans cette dynamique-là parce que je crois que vous avez dû suivre chez un de vos collègues, je suis passé pour annoncer que nous avons émis de nouvelles cartes de membres. Et à cette occasion, la direction politique, en tout cas, sillonnera toute la République pour vendre et superviser la vente de ces cartes. Donc notre tour viendra aussi. Il n'y a rien de spécial, en tout cas, à ce que fait Vital Kamere. Il a le droit de le faire. Il le fait bien pour les membres de son parti. Nous aussi, nous le ferons bien. Mais nous n'avons pas à le craindre, pas du tout. Je crois que c'est plutôt lui qui doit se faire du souci en regardant l'UDPS. Pour le bulletin La Victoire, il y a plusieurs enjeux qui se passent actuellement au pays, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Beaucoup de gens s'élèvent ou crient haut et fort que le président parle, le président ne parle pas. Je pense qu'il y a aussi une agitation qui commence à gagner à l'intérieur du parti à propos de ce silence-là. Quel est le message que l'UDPS et le président envoient à la base, à la nation, à la communauté internationale face à ce silence du président? Je crois que pour peu qu'on connaisse notre président, on sait que c'est quelqu'un qui ne communique pas à tout va. Il dit les choses, il les dit une fois, et puis il laisse les effets se produire dans l'opinion. Nous avons compris tous ces appels à ce que le président parle. Mais je crois que, en essayant de me mettre à la place du président, parce que je n'ai pas la réponse, je dois vous l'avouer, je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne saurais pas vous dire, j'entends par là, quel jour le président va parler. Je ne saurais pas vous dire. Il est seul maître de ses mouvements, donc c'est lui qui décide. Mais pour peu que je le connaisse, je sais que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il prend position devant quelque chose, face à quelque chose, là, il y a toujours des effets à ce qu'il dit. Et donc, je pense que
c'est le problème d'abord des Congolais eux-mêmes. Parce qu'Étienne Tshisekedi ne sera pas toujours là. Et le jour où il ne sera plus là, on ne va pas se poser la question de savoir, mais allons le chercher, où est-ce qu'il est passé, allons le chercher pour qu'il nous dise ce qu'il y a à faire. Parce que le même homme nous a déjà dit à plusieurs reprises par le passé de savoir nous prendre en charge et de savoir nous défendre vis-à-vis de nos préoccupations, de ce de ce pourquoi nous sommes engagés. Et je pense ici aussi que c'est le moment. Voilà pourquoi d'ailleurs cette initiative arrive. Vous voyez qu'on n'a pas attendu que le président nous dise réunissez-vous, réfléchissez, faites-moi des propositions. Nous l'avons fait sur notre propre initiative. Parce que nous allons analyser, les amis et nous, du secrétariat national, les voies et moyens pour renforcer. Mais vous verrez, nous n'allons pas demander que le président parle. Parce que nous sommes suffisamment adultes. Nous savons ce qu'il faut pour ce pays. Nous savons qui sont les entraves à nos libertés et à notre bon fonctionnement, à notre bien-être. Donc nous n'avons pas besoin du président pour que nous mettions à fonctionner. Ce paternalisme, Étienne Tshisekedi le condamne. Il l'a condamné, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est battu à l'époque contre son ancien parti politique, le MPR, parce qu'il y avait ce genre de choses. Il fallait que le guide parle pour donner la lumière. Eh bien nous, à l'UDPS, c'est la base qui est souveraine. C'est la base qui s'organise, qui prend des décisions et qui les donne, qui les dicte à la direction politique. Et là, nous sommes déterminés. La base nous a parlé. Nous allons transmettre les desiderata de la base à la direction politique. Et cette fois, nous voulons vraiment qu'il y ait... que nous soyons entendus. Ah, Jean-Guy. Salut. Salut. Juste en lisant quelques de vos déclarations, vous venez de dire que l'UDPS serait maintenant dans la résistance. Elle a toujours été là. Nous avons toujours résisté contre la dictature. Dans la résistance, c'est là que je veux dire. Quand nous entendons résistance selon la conception des Congolais actuellement, c'est un combat farouche, un combat comme nous l'entendons. Pourtant, l'UDPS longtemps prôné pour la non-violence. Que diriez-vous aux Congolais aujourd'hui si jamais ils s'attendaient à une résistance farouche par rapport à l'UDPS? Mais l'UDPS, mais il y a moyen d'être farouche ou farouchement opposé à une dictature, sans devoir prendre des armes. Oui, vous aviez dit aussi que vous étiez prêt à utiliser tous les moyens. L'UDPS serait prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour chasser l'occupation de ce pays. Oui, humainement parlant, donc les moyens, je dirais, de la non-violence que nous pouvons utiliser. Nous n'avons pas encore levé l'option de passer de la lutte non-violente à la lutte armée. Personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce serait une bonne solution. Mais je respecte les avis de tout le monde. Et le débat n'a jamais eu lieu au sein du parti. Mais nous réorganiser, nous réarmer moralement, c'est aussi une façon de s'équiper pour se battre contre les ennemis de notre pays. Parce que là, c'est vrai, il y a un certain ras-le-bol. Je crois que vous avez entendu la question de votre prédécesseur. Il y a effectivement un ras-le-bol, que ce soit au parti ou dans le pays. Nous sommes interpellés parce que les gens en ont marre, mais ils n'en ont pas marre de l'UDPS ou de ses dirigeants, ils en ont marre de la situation catastrophique qui perdure, de cette façon qu'a Kabila de narguer toute une nation, tout en n'étant pas du tout élu, tout en n'étant pas du tout le vrai représentant de ce pays. Donc voilà, c'est ça, c'est contre ça que nous allons nous organiser pour passer à la vitesse supérieure. L'UDPS a toujours été connu pour se mettre à l'écart de tous les processus qui sont en cours au pays. Lors de la commission de Ngoï-Mulunda, la commission électorale de Ngoï-Mulunda, vous n'avez pas été membre de cette commission, celle de
Malumalu, vous n'avez pas été dedans non plus. Alors ma question est de savoir, allez-vous participer aux élections de 2016 ou pas? Là encore, je dirais vous anticiper sur la question. Laissez-nous réfléchir avec les amis. Peut-être que vous en saurez plus à la fin du week-end. En tout cas, pour le moment, l'UDPS est dans la position que l'on connaît, c'est-à-dire de rejeter toutes ces initiatives prises justement par Kabila et ses amis, les Malumalu et autres, pour de nouveau se ménager un troisième bail, en fait, on va dire. Donc, on décidera, on réfléchira avec les amis, et même quand on aura réfléchi, nous n'aurons pas la décision, mais nous aurons en tout cas une proposition qui va se dégager par consensus, et nous la transmettrons à la direction politique. Mais je crois que c'est le genre de décision qu'il faut prendre collectivement, je dirais par un congrès. Pour moi, il ne faut même pas laisser cette lourde décision à la seule discrétion du président national. Je crois que c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que nous, une fois qu'on aura décidé, que nous nous liguons tous autour de cette décision, que nous fassions un bloc. Parce que les expériences du passé montrent, par exemple en 2006, qu'il y avait eu plusieurs opinions à propos de l'enrôlement qui était arrivé un peu brutalement, j'en ai parlé, et plus tard, on a vu qu'une année après, profitant de la maladie du président, une frange importante du parti avait semé une zizanie de laquelle nous sortons à peine, et encore. Simple membre de l'UDPS. Je veux poser une question en même temps, si vous me permettez, de faire un petit constat. Parce que l'occasion est là. Cette occasion, moi personnellement, avec les miens, nous l'avons tant désiré, parce qu'on n'avait jamais le temps d'avoir tous les représentants et tous les cadres du parti. Comme ils sont là, j'espère qu'ils écouteront la voix d'un simple militant que je suis. Mais un lobbyiste important. Oui, il n'y a pas de problème. D'abord, monsieur le coordonnateur, je pose la question. Je veux savoir dans ce parti, comment on fait, par quel mécanisme, de quelle loi, quelle manœuvre, je ne sais pas, pour devenir cadre dans ce parti. Pour représentant, j'aimerais vraiment qu'on puisse répondre. Et le constat que je veux faire, celui qui n'est pas UDPS, qui est venu seulement, qui puisse m'excuser parce que je vais dire des choses, parler de choses justes et claires. Donc, première question, c'est cela. J'aimerais savoir comment on fait que vous êtes devenu coordonnateur. Je vois les représentants ici, comment ils sont devenus. C'est là parce qu'il y a d'autres qui, quand ce parti a commencé dans ce pays, je ne les voyais pas. Ils le sont, c'est une très bonne chose, c'est bien, le parti a grandi, mais ils sont dans certaines responsabilités. J'aimerais savoir comment on le fait. Merci pour ces remontrances, mais je ne crois pas que c'est dans la menace que nous trouverons des solutions. Je ne vous ai pas menacé, loin de moi. Ah si, quand vous parlez de Lumbe, Moite. Je crois que vous nous exposez à de la menace. Je ne pense pas. Je crois que nous sommes ensemble et c'est très bien parfois comme ça de pousser des coups de gueule comme vous le faites. Je crois que la chose que nous avons faite déjà ici, c'est de reconnaître que tout ne va pas comme sur des roulettes à l'UDPS. C'est vrai, il y a une crise de vocation, j'allais dire, c'est vrai. Mais je crois que lorsque vous dites que vous avez connu l'UDPS de l'époque et qu'aujourd'hui vous ne retrouvez pas ceux que vous avez connus à l'époque, eh ben, je crois que c'est parce que vous, comme eux, vous êtes partis à la chasse pendant que les autres ont pris votre place. Donc, c'est bien, nous notons que vous revenez au combat en pointe, c'est tant mieux. Il faut laisser aussi aux autres le soin de revenir. Cette crise
qu'il y a aujourd'hui au parti, une crise de membres et tout ça, je crois qu'elle est plus profonde que ça. Elle n'est pas liée à ce que vous attribuez seulement comme responsabilité des représentants. Je ne crois pas. Parce que on peut réfléchir, on peut se mettre à réfléchir, et d'ailleurs on ne trouvera sûrement pas exactement la raison, mais il y a beaucoup de circonstances qui ont fait qu'à un moment l'UDPS pouvait remplir ce genre de salle, mais 10 fois plus encore. Et il y a aussi des moments où il y a peu de vocation, si on peut s'exprimer ainsi. Mais au pays, lieu de nos origines, lieu du siège de l'UDPS, je crois qu'il n'y a pas photo. L'UDPS n'a pas à rougir du peu d'engagement de ses partisans. Nous sommes au pays le parti le plus populaire, et je le dis en toute modestie. Nous l'avons démontré en 2011, nous continuons à le démontrer. C'est le seul parti, et même avant le PPRD qui pourtant puise dans le trésor public, c'est le seul parti qui s'organise, qui tient des réunions, qui tient au pays, j'entends. Ici à l'extérieur, c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai, je le constate. Je suis des relations extérieures, je suis souvent en contact avec nos représentants, en tout cas surtout de la Belgique où on habite, où j'habite, et de la France qui est ici proche, ou de UK ou de l'Irlande, des pays qui nous sont environnement, surtout avec tous ces représentants-là. Et je peux vous dire que le même phénomène s'observe partout. Oui, c'est à nous, cadres, dirigeants du parti, de trouver les solutions pour amener cette vocation, cet engagement, parce que les gens, la plupart des gens, ont l'UDPS dans leur cœur, ils nous le témoignent tout le temps, dans les rues, sur Internet, partout. Mais quand il s'agit de venir à une manifestation de l'UDPS, ils ne viennent pas. Et ça, vous ne pouvez pas dire que c'est la faute du représentant ou de tel autre cadre. Moi qui vous parle, j'ai lancé cette idée, je vous dis, sur Facebook, mais j'ai reçu, je pense maintenant, plus de 100 réactions positives à l'invitation d'aujourd'hui. Mais ici, je ne vois pas plus de 10 personnes de ceux qui avaient réagi positivement à mon annonce. Donc vous voyez que ce n'est pas toujours lié à la responsabilité des cadres du parti, c'est aussi lié au comportement du Congolais. Vous l'avez stigmatisé ici, lorsque vous avez parlé de l'attentisme qu'il y a vis-à-vis de notre chef. On attend qu'il dise, qu'il parle quelque chose, qu'il dise quelque chose, qu'il nous guide. C'est dans le réflexe que le président d'ailleurs du parti aime dire, le réflexe moboutiste que nous avons gardé. Mais aujourd'hui, ça change parce qu'il y a une génération nouvelle qui arrive. Vous verrez que les combattants, c'est pour la plupart des jeunes gens qui n'ont pas vécu le moboutisme et qui voient les choses peut-être autrement. Alors oui, c'est peut-être un nouveau phénomène, mais l'UDPS ne doit pas être embêté par ça. Ça contribue au combat que nous menons, et tant mieux. Unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Non, il sait.